Au sommaire de ce 8e numéro de la quinzaine du Palais, 70 sous-lieutenants de 14 nationalités, ils ont été baptisés promotion Renaissance par le président du Faso, chef suprême des armées. Cette cuvée 2021 de l'Académie militaire Georges Namono de Pau est composée d'officiers d'actifs et des officiers spécialistes sortis de promotion à suivre dans un instant. La crise sécuritaire a fait de nombreux déplacés internes au Burkina, plus d'1 300 000 PDI à prendre en charge. Le RSU, le registre social unique des ménages et personnes pauvres et vulnérables au Burkina Faso, est créé pour gérer au mieux cette crise humanitaire. Le renforcement du processus de décentralisation, troisième chantier du programme quinquennal du président du Faso, décryptage de Bruno Dipama dans la rubrique grille de lecture. Il est le directeur général de l'Agence pour le développement des collectivités territoriales. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Du sang neuf pour porter main forte aux éléments déjà au front contre l'hydre terroriste. La cuvée 2021 de l'Académie militaire Georges Namono de Pau est composée de 60 élèves officiers d'actifs et de 10 élèves officiers spécialistes. Au total, 70 impétrants, dont 22 stagiaires du pays ami. Retour sur le cérémonial de port d'épaulettes de cette promotion baptisée Renaissance par le président du Faso. C'était le 28 août dernier à Pau. Mathias Drabo, Lassane Ouedraogo et Mawa Yen reportage. Ils sont 70 nouveaux officiers sortis de l'Académie militaire Georges Namono, prêts à défendre la patrie. Les élèves officiers d'actifs de la 20e promotion et les élèves officiers spécialistes de la 11e promotion de l'Académie Georges Namono ont été déclarés dignes de porter les épaulettes de sous-lieutenant par le président du Faso, chef suprême des armées. Baptisée promotion Renaissance, cette cuvée de l'Académie militaire Georges Namono compte 60 officiers d'actifs, dont 22 venus de pays amis et 10 officiers spécialistes. Pour le président du Faso, ces jeunes officiers qui viennent renforcer le commandement constituent un apport important aux forces armées nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons eu beaucoup de fierté à entendre ces jeunes officiers qui se sont engagés solennellement à défendre la patrie, à défendre le peuple burkinabé jusqu'au sacrifice suprême. Je voudrais ici et maintenant rendre hommage à toutes ces personnes, les forces de défense et de sécurité qui sont tombées, les civils qui ont perdu la vie au cours de cette lutte contre le terrorisme. Pour le délégué de la promotion, après 2 ans de formation pour les élèves officiers d'actifs et 9 mois pour les élèves officiers spécialistes, ils sont désormais prêts à faire face aux nouveaux défis sécuritaires qui se posent à nos pays. Nous tâcherons d'être à la hauteur et de défendre les couleurs de cette noble et prestigieuse école, en apportant notre touche à la lutte contre le terrorisme et à la sécurisation de nos frontières, de nos populations et de leurs biens. Le chef d'état-major général des armées a appelé les impétrants à être des officiers exemplaires et à servir avec loyauté et discipline la nation. À l'issue de la cérémonie de port d'épaulettes, les nouveaux sous-lieutenants ont reçu leur parchemin de fin de formation au cours d'un dîner offert par le chef de l'État à son pied-à-terre. Le parrain de la cérémonie Renaissance est Yoro Bouli, ancien ministre de la Défense. Sachez que face à la recrudescence des attaques terroristes au pays des hommes intègres, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a présidé une session du Conseil supérieur de la Défense nationale le 8 août dernier. Les membres du Conseil ont fait le point de la situation sécuritaire nationale et discuté des mesures urgentes à prendre pour endiguer le phénomène. Le président du Faso a salué la détermination des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie qui ont remporté de nombreuses victoires contre les ennemis de la nation. Le chef de l'État les a surtout exhortés à garder le même engagement patriotique. Parlons à présent de la promotion du développement des économies africaines. Le sujet a été au menu du 4e sommet du G20 sur l'initiative Compact with Africa, tenu à Berlin le 27 août dernier. C'est par visioconférence que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a pris part à cette rencontre
voulu par la chancelière allemande Angela Merkel pour attirer plus d'investisseurs en Afrique. Les précisions de Drissa Dawo, Bourema Lankonde et Eleonore Ouedraogo. Le G20, qui regroupe 19 pays les plus riches du monde, plus l'Union européenne, en concertation avec des dirigeants africains. Il s'agit de la 4e rencontre de l'initiative Compact with Africa, portée par la présidence allemande. Une initiative à laquelle le Burkina Faso est partie prenante avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. En décidant d'aller à l'initiative Compact with Africa, le Burkina Faso était engagé à entreprendre d'importantes réformes structurelles en vue de créer les conditions les plus favorables au développement du secteur privé. Dans la perspective de consolider les acquis des réformes déjà entreprises et de promouvoir le développement, le gouvernement du Burkina Faso a adopté le 30 juillet 2021 le Plan national de développement économique et social 2021-2025. Ce plan vise à renforcer la sécurité et la paix, à consolider la résilience de la nation en vue d'une croissance économique plus forte, inclusive et durable. Et justement, le président du Faso a saisi l'occasion de ce rendez-vous pour inviter les partenaires et amis du Burkina à la rencontre de Bruxelles sur le financement de ce nouveau référentiel de développement courant novembre 2021. Au cours de ce 4e sommet de l'initiative Compact with Africa, plusieurs sujets ont été évoqués selon le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement chargé de l'aménagement du territoire et de la prospective, Pauline Zouré. Il s'agit entre autres de l'accès aux vaccins contre la COVID-19 par les Africains avec la possibilité d'un transfert de technologies pour la fabrication sur le continent, de l'augmentation des droits de tirage spéciaux de la dette africaine. À présent, feuilletons le carnet d'audience du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu plusieurs personnalités au cours de cette quinzaine. Coopération, économie, eh bien, il a été question de développement. La synthèse de ces audiences avec Mathias Drabo, Rodrigue Boro, Drissa Dawo, Rabalian Paul Ouedraogo et Mawaïen. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé une audience au directeur général du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique Ngeto Taraina Yambaye. Il est venu rendre compte du fonctionnement du fonds au chef de l'État qui, à l'occasion, lui a donné des orientations pour la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal 2021-2025 du FAGAS. Le FAGAS a déjà garanti plus de 30 milliards de francs CFA qui ont permis de mobiliser 90 milliards de francs CFA pour le Burkina Faso. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso a remis son rapport d'activité 2020 au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Selon le président de l'Académie, Dr Paco Sérémé, ce rapport retrace les grandes actions entreprises par l'institution dans le cadre de la promotion des sciences, des arts et des lettres et fait une analyse prospective sur les impacts de la pandémie de la COVID-19. Dr Sérémé a aussi annoncé la tenue prochaine d'une séance académique solennelle avec le chef de l'État sur la question de l'exploitation aurifère dans notre pays, ses conséquences au niveau environnemental, de la sécurité alimentaire, sociale, économique et sanitaire. Présent à Ouagadougou dans le cadre d'une rencontre tripartite entre le Burkina Faso, le Mali et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, le ministre délégué chargé de la solidarité, de l'action humanitaire, des réfugiés et des déplacés de la République du Mali, Oumarou Diarra, a été reçu par le président du Faso. Il a remercié le chef de l'État pour son accompagnement et son appui à l'endroit du peuple malien. Oumarou Diarra a également saisi cette opportunité pour témoigner sa compassion au peuple burkinabé victime d'attaques terroristes. Nos réfugiés. Le président du Faso a eu un échange avec le sous-secrétaire général des Nations Unies et greffier du mécanisme chargé d'exercer des fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux Aboubakar Tambadou. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Burkina Faso et le mécanisme. Selon Aboubakar Tambadou, le président du Faso l'a rassuré sur la poursuite de la coopération et le soutien continu du gouvernement burkinabé. Le médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, Hugues Fabrice Zango, a présenté sa médaille au président du Faso. Il a remercié le chef de l'État pour son inestimable soutien qui a contribué à son exploit lors de cette compétition.
Hugues Fabrice Zango, qui a ensuite soumis un projet au chef de l'État, lui a promis de remporter une médaille d'or aux prochains Jeux olympiques qui se tiendront en 2024 à Paris. Donc, on est aussi venu lui. Le président du Faso a accordé une audience au chef de la mission résidente au Burkina Faso de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD en fin de mission, Reine Broum Aïeva. Selon Mme Broum Aïeva, le partenariat entre le Burkina Faso et la BOAD se porte bien avec des résultats fort appréciables. Selon elle, environ 614 milliards de francs CFA ont été injectés dans des projets de développement au Burkina Faso en 26 ans de partenariat. L'écoute du gouvernement burkinabé. Les nouveaux membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante chez le président du Faso. Cette audience a permis à la nouvelle équipe de la CENI, conduite par son président Élisée Ouedraogo, de se présenter au chef de l'État. Le président de la CENI en a profité pour demander le soutien et l'accompagnement du président Roch-Marc Christian Kaboré, à qui il a également soumis les doléances pour la réussite de la mission de la CENI. Le président du Faso a accordé une audience au secrétaire permanent de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, Emmanuel Sibidi Darankoum. Il est venu remercier le chef de l'État pour tout le soutien dont il a bénéficié et échanger avec lui sur les difficultés et surtout sur les défis de son organisation. À sa sortie d'audience, il a dit avoir reçu les orientations du président du Faso sur les différents axes sur lesquels les interventions sont entendues pour permettre aux institutions de Burkina Faso de bien assimiler le cadre juridique mis en place par les instruments de l'OADA. L'ambassadeur de la République de Tunisie, Mohamed Haloum, est en fin de mission au Burkina Faso. Avant de quitter notre pays où il a passé plus de 4 ans, ce premier ambassadeur tunisien avec résidence à Ouagadougou est venu faire le point de la coopération avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le diplomate tunisien s'est félicité de l'excellence de la relation entre Tunis et Ouagadougou qui se traduit par des visites de hauts responsables des deux pays. Mohamed Haloum espère que la commission mixte de coopération qui va se tenir à Ouagadougou permettra d'évaluer la coopération, d'élargir et de signer d'autres accords. Le président du Haut Conseil du dialogue social, professeur Domba Jean-Marc Palme, a remis au président du Faso le rapport général d'activité de l'institution depuis sa création. Selon le professeur Palme, les principales crises traitées par le Haut Conseil du dialogue social sont essentiellement liées au secteur du bâtiment et à celui du transport. Parlant du secteur du transport, il a indiqué que son institution a pu apaiser les tensions tout en accompagnant les acteurs dans la création de leurs fêtières. Dans les dossiers du Conseil, nous nous intéressons au RSU, le registre social unique des ménages et personnes pauvres et vulnérables au Burkina Faso. Le décret portant création, organisation et fonctionnement du RSU a été adopté le 29 juillet dernier en Conseil des ministres. Nous en parlons avec le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Il sera également question de la problématique des personnes déplacées internes et des efforts consentis par le gouvernement pour leur prise en charge. Explication de Hélène Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Le registre social unique, communément appelé RSU, est un système d'information unique permettant d'identifier à partir des variables socio-économiques des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles au programme de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Ce registre social permettra d'aider, d'identifier les personnes, les vrais bénéficiaires et permettra à l'État d'avoir un seul registre où tous les acteurs multisectoriels de l'État viendront prendre ces personnes pour les accompagner, bien entendu, dans un temps bien déterminé et pour qu'ils sortent de la vulnérabilité et qu'ils soient acteurs du développement. Les derniers chiffres que le CONASUR a publiés faisaient état de plus de 1 300 000 personnes déplacées internes, réparties en 16% d'hommes, 22% de femmes et 60% d'enfants.
Et l'ensemble représente à peu près plus de 6% de la population. Cela est énorme. Depuis cette menace terroriste et la réponse humanitaire qui se fait de plus en plus accrue, nous avons, avec les partenaires techniques et financiers, élaboré un plan de réponse. Il y a eu le plan de réponse 2020, maintenant le plan de réponse 2021, qui est actualisé à mi-parcours tout le temps pour voir les chiffres selon la mobilité des personnes. Et aujourd'hui, c'est sur cette base que tous les acteurs humanitaires s'appuient pour avoir une réponse humanitaire. Nous avons des besoins alimentaires parce que les gens ils ne peuvent plus cultiver et selon le déplacement, nous devons répondre à cette détresse alimentaire. L'abri, parce que c'est des gens qui viennent d'un mouvement de masse et ce mouvement de masse, ils n'ont rien emporté. Donc, il y a les ustensiles de cuisine, les abris, et enfin l'accès aux soins de santé qui restent des priorités pour ces personnes. La réponse humanitaire est focalisée sur l'urgence parce que le nexus humanitaire que nous avons au Burkina Faso se base sur 3 éléments. Le premier élément, c'est l'urgence. C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est quand les populations se déplacent, qu'est-ce qu'on fait en premier? La deuxième phase, le pré-relèvement. Le pré-relèvement, c'est quoi? C'est pouvoir faire un enregistrement présentiel. Et enfin, c'est ce qu'on appelle le relèvement, c'est quand la situation est stable, soit dans la zone de départ ou dans la zone de l'accueil ou dans la zone identifiée par les personnes déplacées, les réinstaller dans leur zone. L'intérêt premier du registre social, c'est d'aider des personnes pauvres et vulnérables à la réponse de la résilience des populations. Donc, ça nous permettra de les accompagner et d'adapter cet accompagnement par type de besoin. Donc, et ce registre social, enfin, est un instrument multisectoriel. Ça veut dire tous les autres sectoriels, y compris les sectoriels de développement, tels que les ressources animales, l'agriculture, l'eau et la santé, pourraient aussi travailler avec ces mêmes personnes. Qu'il n'y ait pas des registres multiples et que chacun travaille selon son saut d'humeur ou selon son canevas. Et cela, enfin, permettra de moins politiser le social. Je veux bien préciser que ce registre n'est pas de pérenniser les personnes dans leur vulnérabilité. Ce n'est pas que les gens vont s'asseoir pour dire « oui, l'État va venir tous les jours ». Non, il y aura un contrat de société entre nous et ces personnes dans un délai parfois de 3 ans pour voir comment ils doivent sortir de cette vulnérabilité. Et au bout de 3 ans, nous faisons le point et au fur et à mesure, normalement, des gens devraient sortir et d'autres personnes devraient rentrer. Et la périodicité de renouvellement de ce registre se fera sur les 3 ans. Je voudrais vraiment demander aux populations beaucoup plus de discernement dans l'information que nous envoyons au niveau de l'humanitaire. Il est important que l'humanitaire ne soit pas politisé parce que nous avons des principes humanitaires que tout humanitaire devrait suivre. Aujourd'hui, je voudrais déjà dire merci aux populations hôtes, les premiers à venir en secours à leurs frères déplacés et leur dire combien nous sommes satisfaits de leur approche. Aujourd'hui, c'est dans la solidarité que nous allons réussir le combat qui nous est imposé. Nul n'est assez grand pour se passer de la solidarité, mais nul n'est assez petit pour se dire qu'il ne peut pas aussi venir en secours aux autres. C'est ensemble que nous relevons ce défi. Le ministre en charge de l'action humanitaire sur des propos recueillis par Drissa Daou, Mathias Drabo, Moumouni Yameogo et Jérémy Sié Koulibaly. Concrètement, une autre rubrique de la quinzaine du Palais, le pont du Nazinon, un ouvrage de franchissement en construction depuis plus d'une décennie sur la RN5. Principale route d'approvisionnement à partir des ports de Téma et de Takoradi au Ghana. C'est plus de 2 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour achever les travaux de cet important ouvrage sur instruction du président du Faso Roch, Marc Christian Kaboré. Fin de calvaire donc pour les usagers. C'est un sujet de Drissa Daou et Moumini Yamioro. Franchement, le nouveau pont, ça nous a plu beaucoup. L'État a fait un bon travail pour ça. Voilà. Ça, avant là, c'était trop dur, c'était dur même. Dès qu'on se croise là, c'était difficile. Mais maintenant, ça va. Le nouveau pont est propre. Ouais.
Parce qu'avant on passait sur l'autre côté, maintenant on est à l'aise. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est très bien. En tant que député, je ne peux que me réjouir, en tout cas, de la réhabilitation totale et de la qualité du travail qui a été fait. Et au nom des populations, je voudrais une fois encore tirer mon chapeau au chef de l'État qui a respecté donc ses engagements. C'est avec joie que nous avons accueilli la finition de ce pont qui a traîné pendant plus de 10 ans. Donc la première des choses, c'est de remercier son Excellence, le président du FASO, Omar Christian Kaboré. Parce que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait au cœur et qui nous fatiguait. Ça veut dire pendant l'hivernage, quand tu vas vers Ouagadougou, tu as peur même de traverser ce pont-là. Et on se posait la question, qu'est-ce qui a empêché qu'on finisse ce pont? Un pont qui a commencé près de 10 ans. Donc aujourd'hui ce pont est terminé. Vraiment ça nous fait honneur et ça nous facilite l'accès à la capitale. Vraiment nous sommes satisfaits de ce pont-là. Et puis quand tu regardes même la hauteur par rapport à avant là, tu sens que c'est un travail très bien fait. L'une des priorités que nous avions dès 2016 était donc de recommencer la construction de ce pont particulièrement important. C'est un pont qui nous aura coûté un peu plus de 2 milliards 200 millions, aussi bien les travaux que le contrôle. Avant la mise en service du pont, nous avons procédé à ce qu'on appelle les essais de charge. Vous savez que ce type de pont, aussi bien que les autres ouvrages, on ne les met pas en service sans s'assurer que les essais de charge sont concluants. Il y a aussi la garantie décennale qui a été prise sur ce pont. C'est une garantie qui est habituelle également. Nous pouvons quand même assurer que c'est un pont conçu pour durer, à l'image des autres ponts de sa catégorie que nous avons sur les différentes routes nationales. Comme annoncé en début d'entretien, le troisième chantier du programme présidentiel est consacré au renforcement de la décentralisation au Burkina Faso. Nous en parlons justement avec le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, Bruno Dipama. Bonsoir. Bonsoir. La décentralisation en cours depuis une quinzaine d'années au Burkina Faso. Le troisième chantier du chef de l'État, dans son programme, donc, il a annoncé l'ouverture d'horizons plus large aux régions. Concrètement, de quoi il s'agit? Concrètement, il s'agit de rendre la décentralisation encore plus réelle dans les faits, parce que c'est une option que le Burkina Faso a fait déjà à travers la Constitution du 2 juin 1991, et nous devons y aller. Et nous sommes à une phase, c'est-à-dire le cycle 3 de la décentralisation, qui commande que le principal instrument de financement de la décentralisation, à savoir le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, puisse connaître une mutation institutionnelle pour être à niveau pour un meilleur accompagnement des collectivités territoriales. Le chef de l'État l'a promis, je cite, réformer le dispositif de financement de la décentralisation, c'est-à-dire renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales. Où en est-on avec cette réforme-là? La décentralisation est consacrée par la loi 055 de 2004 portant cours général des collectivités territoriales, qui dit à son article 141 que pour l'accompagnement technique et financier des collectivités territoriales, il est créé le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Et comme je l'ai dit, c'est encore un engagement du chef de l'État de reformer cet instrument pour le rendre encore plus efficace, d'où l'érection du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales
en Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales pour un accompagnement plus efficace de la décentralisation. Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Alors, c'est une réalité, puisque parmi les 11 blocs de compétences identifiés, l'État, au niveau central, fait l'effort d'opérer le transfert, mais ce qui est important, c'est de préparer les collectivités territoriales à assumer comme il se doit leurs responsabilités. Parce que transférer suppose que le pouvoir et les compétences quittent d'un endroit pour atterrir à un autre endroit, c'est-à-dire entre les mains des collectivités territoriales. D'où la nécessité de les accompagner techniquement afin qu'elles soient à niveau pour pouvoir gérer comme il se doit ces compétences qui leur sont transférées. Dans l'offre politique du président du FASO, il est aussi question de programme de promotion de communes modèles. Quelles sont les visées d'une telle démarche? Cela vient s'emboîter dans ce que nous avons même déjà entrepris à notre petite échelle, parce que nous avons initié un système de bonus et de malus pour récompenser les communes les plus méritantes. La commune méritante, c'est celle qui conçoit des projets, qui répond aux attentes des populations. La commune modèle, c'est celle qui est capable d'absorber le volume de financement qui est dirigé vers elle. Et c'est enfin celle qui est capable de s'organiser pour que la délivrance de services aux populations qui sont les ultimes bénéficiaires des interventions des collectivités territoriales soit une réalité et soit bien assurée. Des communes modèles, depuis que vous l'avez expérimenté, est-ce que les choses changent? Ça change dans la mesure où, pour nous, c'est principalement une incitation financière. Je parlais tout à l'heure de système bonus-malus. Les bonus, c'est pour les communes les plus compétentes, c'est donc dire que c'est des communes qui bénéficient de ressources supplémentaires en plus de ce que nous allouons aux autres collectivités territoriales. La question foncière reste et demeure une préoccupation majeure pour les communes. DG, que propose le président Roch Marc Christian Kaboré pour sortir de l'ornière? La question foncière doit être gérée au niveau central par le gouvernement, c'est ce qui est en train d'être fait par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, mais également au niveau des collectivités territoriales. Et comme vous le savez, il y a d'abord des lois qui vont suivre très prochainement avec des décrets d'application. Donc nous allons voir une meilleure implication des collectivités territoriales. Merci Bruno Dipama, directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Je rappelle qu'avec vous, il a été question du renforcement du processus de la décentralisation au Burkina Faso, contenu donc dans le 3e chantier du programme du président du Faso. Je vous remercie. Ainsi s'achève ce 8e numéro de votre magazine La Quinzaine du Palais. Merci de votre fidélité à cette émission qui fait la rétrospective des activités du chef de l'État. Madame, Messieurs, bonsoir et à la prochaine pour un autre numéro.